Bonjour à tous et toutes. Je suis Marc Kaiser, qui travaille en transition au CHUM, qui travaille sur le directeur du programme de transition en épilepsie, TECUM, une collaboration entre nous et Saint-Justine avec Dr. Major, Philippe Major, bien sûr, et tous nos collègues, les deux côtés. Euh, donc, voici, j'ai oublié je ne sais pas si le cinquième ou sixième symposium qu'on fait, mais le prochain. Puis aujourd'hui, oui, mais avant de parler du symposium, je voulais juste mentionner, je ne suis pas certain que si on l'a mentionné déjà dans le passé, que notre site web est maintenant actif. Donc, je vous invite de visiter notre site web, tecum.ca. Et là, vous pouvez vous trouver en fait tous les enregistrements des anciennes présentations de la dernière année et plusieurs autres ressources et liens que j'espère que vous allez trouver utiles. Le but, c'est vraiment en fait, l'audience ciblée, c'est les patients puis les parents, les proches aidants. Donc, ce soir, je suis très content d'avoir Dr. Michel Larose qui va présenter, qui va répondre à des questions après. Dr. Larose est neuropsychiatre pédiatrique qui a travaillé, expliqué avant comment elle a travaillé pendant 15 ans à l'hôpital au Children's. Et puis maintenant, elle continue à travailler avec cette équipe, mais de son bureau au plateau. Et voilà, donc, Dr. Larose, moi, quand je parle avec mes collègues, surtout à McGill, au Children's, ils me réfèrent toujours à Dr. Larose comme la grande experte dans les besoins particuliers chez certains de nos patients. Et donc, aujourd'hui, elle va parler de épilepsie et difficultés de comportement. Comme rappel, on va commencer avec une trentaine de minutes, 20 à 30 minutes une portion de présentation. Puis après, on arrête l'enregistrement pour avoir une période de questions et réponses. Et donc, merci, Dr. Larose. OK, merci beaucoup, Dr. Kaiser, de m'avoir invité à présenter. Puis, merci à vous tous d'être présents. Yanning, si tu veux montrer la première diapo. Donc, aujourd'hui, c'est ça, hein. Mes objectifs, ça va être de comment on approche la question des difficultés de comportement. Je vais essayer de clarifier ça chez un jeune adulte et qui est atteint d'épilepsie, puis des fois de difficultés cognitives ou d'autisme. Fait que j'avais compris, moi, que ma présentation, là, je ne sais pas, Dr. Kaiser, mais c'était aussi pour les gens avec un profil neurodivergent. Je ne sais pas si je me suis trompée, mais c'est plus cette population-là. Puis après, c'était d'établir un plan de traitement informé et ciblant les différents facteurs suspectés en jeu dans les difficultés de comportement. Alors, je vais vous montrer je vais vous parler de comment on approche maintenant la difficulté de comportement, puis comment on essaie d'améliorer ou de faciliter le fonctionnement de la personne. Et puis, il y a une question de neuropsychopharmacologie, mais je ne vais pas entrer du tout en détail, mais elle est toujours présente. Je pense qu'il est important de la nommer. Puis, neuropsychopharmacologie, ça veut dire des médicaments qu'on peut utiliser dans certaines situations. Puis, du rôle de l'épilepsie et de son traitement. Donc, l'épilepsie ou comment on l'approche, comment on la traite, peuvent avoir un impact ou peuvent soutenir ou diminuer les difficultés de comportement. Yannick, si tu veux passer à la prochaine. Donc, dans l'agenda, là, aujourd'hui, on va d'abord clarifier c'est quoi une difficulté de comportement ou j'écris difficulté de fonctionnement, puis où, quand et avec qui, parce que c'est pas partout. Et des fois, ils apparaissent à certains endroits ou avec certaines personnes, pas avec d'autres. Et puis après, ben, c'est quoi les interventions? Puis là, je vais plus parler de ce qui peut être fait d'un point de vue environnemental ou comportemental. Qu'est-ce qu'on considère? Puis, je voulais ici clarifier, merci Yannick, que les personnes qui présentent, là, j'étais vraiment dans une optique de personnes neurodivergentes. Alors, une difficulté intellectuelle ou un syndrome d'autisme sont 5 fois plus susceptibles de présenter des comportements difficiles, problématiques, je devrais dire. Puis 50%
De plus, si ces personnes ont une épilepsie, donc l'épilepsie est nettement associée avec plus de difficultés de comportement dans toute la population générale. Ça peut, ouais. Puis il n'y a pas de consensus clair sur c'est quoi un trouble de comportement. Alors, on dit trouble de comportement, mais c'est vraiment pas de consensus. Puis je pense que c'est plus utilisé dans la population pédiatrique que la population adulte. C'est mon impression, là, mais c'est ça, j'ai pas. Je travaille jusqu'à 21, 22, 23 ans, mais à passer cet âge-là, je l'approche moins. De quoi s'agit-il dans les difficultés de comportement? On va voir les comportements qui sont socialement un peu dérangeants ou un comportement, les gens qui ont de la difficulté à approcher les autres, on appelle ça évitant, les gens qui peuvent faire plus de bruit, euh, des personnes qui peuvent accumuler, puis ça, on a dans tout, hein, accumuler des objets ou une question des personnes qui peuvent se mettre à toucher à tout, qui ont de la misère de se retenir, de ne pas toucher des gens qui vont dire des choses, des fois en public, qui en fait peuvent être difficiles pour d'autres, mais s'en rendent pas compte. Puis c'est pas par malveillance qu'ils font ça, c'est un accident, si on veut. Il y a les comportements qu'on va dire plus, vraiment, franchement, plus d'agression, soit qui, de eux-mêmes, ceux qui s'arrachent la peau, ça c'est fréquent, on voit, là, même ceux qui se mordent des ongles. Ceux qui s'arrachent les cheveux, on appelle ça de la trichotillomanie. Ceux qui se cognent la tête quand ça ne va pas bien. Puis ceux qui, l'autre, hétéroagression, qu'on dit ceux qui vont attaquer l'autre ou agresser, ça peut être la morsure, frapper une personne, pincer, prendre par la chemise, et même, j'ai vu jusqu'à étrangler. Ça fait partie des difficultés de comportement, là. Puis, il y a aussi un autre aspect, c'est l'imprévisibilité. Ça peut exploser, ça peut être subi, ça peut être prémédité. Puis après, il y a d'autres comportements qui vont être peut-être d'essayer de faire peur à certaines autres personnes, de faire des menaces ou de provoquer, euh, ou de ne pas du tout suivre les consignes ou les règles, de faire à sa tête ou complètement de s'enfuir. Puis ça, c'est pour tous les gens, là, hein. C'est pas juste pour les gens d'épilepsie. Je fais juste définir c'est quoi une difficulté de comportement. Oui. Dans les particularités à considérer pour la personne qui est neurodivergente, c'est que c'est bien important de voir, de comprendre ce qui se passe dans le comportement, puis ça peut varier selon l'âge développemental. Alors, pour certaines personnes, on peut avoir un âge, comme on va dire, chronologique, mettons, de 25 ans, mais on peut être du côté développemental plus à un âge de 15-16 ans. Alors, il faut bien comprendre le comportement selon l'âge développemental, pas selon l'âge chronologique. Ça, c'est bien important. Puis les attentes varient aussi selon la culture, le milieu social, les possibles difficultés sensorielles. Donc, selon le milieu, on peut attendre une certaine façon d'être, puis dans d'autres milieux, c'est pas grave. Puis il y a des milieux beaucoup plus stricts que d'autres. Enfin, l'autre, il faut prendre le temps de saisir quand on fait l'évaluation de notre côté, mais qu'est-ce qui perturbe le milieu? Pourquoi on dit que c'est une difficulté de comportement ou quand c'est des parents, qu'est-ce qui dérange dans ce comportement-là? Et puis voir si ça concorde avec les capacités de la personne ou son âge développemental, si la personne, peut-être que des fois, le milieu a des attentes qui ne sont pas réalistes vis-à-vis la personne qu'on étiquette avec une difficulté de comportement. C'est bon, on peut changer merci. Euh, donc, l'environnement est bien important. C'est le milieu dans lequel le ou la jeune navigue. Fait que là, ben, quand c'est des plus jeunes, de mon côté, service de garde, mais pour les plus vieux, des fois, c'est des centres de jour, des salles d'attente. Puis si le milieu est structuré ou non, c'est un emploi. À l'emploi, ben, c'est-tu bien organisé, désorganisé? Euh, Puis est-ce qu'on est laissé libre? Puis s'il y a trop de bruit, pas assez de bruit. Il faut vraiment regarder, comprendre dans quel environnement la personne est. Surtout si on parle que cette personne a discuté de comportement, on va essayer de comprendre le rôle de l'environnement dans l'émergence de la difficulté.
Après, on regarde, c'est un milieu scolaire, le milieu de travail, les attentes du milieu, c'est un milieu spécialisé, ce à quoi on voudrait que la personne fasse, puis ce qu'elle ne fait pas. Fait qu'on on doit regarder ça, on évalue bon, ce que l'éducateur, l'éducatrice va nous dire, là, c'est quoi les attentes, leur compréhension. Puis des fois, ben, il faut s'assurer que le milieu comprenne bien qu'est-ce que c'est l'épilepsie, parce que certains milieux, quand on nomme le mot épilepsie, puis je suis sûre que plusieurs personnes l'ont vécu, plusieurs milieux, ça les inquiète. Ils ont peur, puis des fois, ben, ils voient certaines choses, puis ils pensent tout de suite que c'est de l'épilepsie ou ils ne savent pas trop comment intervenir. Alors, il faut vraiment que le milieu dans lequel la personne est soit très à l'aise avec l'épilepsie. Ouais, puis ils sachent quoi faire au cas où. Des fois, c'est des familles multigénérationnelles, des centres d'hébergement. Des fois, ils ont aussi des attentes. Ils voudraient telle chose de la personne. Ils pensent que la personne devrait faire telle chose. Ça aussi, il faut bien comprendre le mode d'encadrement, trop sévère, pas assez sévère, pas assez de structure, trop de structure. Alors, on essaie de regarder ça. Puis les défis cognitifs, le rôle des défis cognitifs avec le milieu, est-ce que le milieu répond bien, encadre bien ou donne ce qu'il faut pour la personne avec ses difficultés d'apprentissage ou des difficultés cognitives. La capacité de communication est importante à regarder. Certaines personnes ont plus accès des fois à la parole. L'épilepsie peut avoir un impact sur la parole. Et puis, s'assurer alors que les outils pour faciliter la communication sont disponibles et bien compris autant par le milieu que par l'usager. Euh, Puis le temps de sommeil, l'alimentation, l'état de santé physique et mentale vont tous avoir un rôle, évidemment, un rôle sur les difficultés de comportement. Qu'est-ce qui sont les interventions environnementales? Tout ce qui est possible. Alors, ben, il y a les centres de réadaptation que vous connaissez, peut-être certaines entrevues peuvent venir en aide avec des éducateurs. Des fois, ils vont aider à, ça peut être des routines à intégrer pour aider le fonctionnement. Des fois, on donne un peu d'accompagnement, ou on pourrait, en tout cas au milieu scolaire, on le fait, d'accompagnement en milieu scolaire ou en milieu de travail. Euh, si l'environnement est trop stimulant, parce qu'on parle souvent de surcharge cognitive chez les personnes neurodivergentes, alors on veut s'assurer qu'il y a des dîners ou des pauses où c'est au calme, euh, supervisé ou non supervisé, mais des pauses où la personne se sent en sécurité, puis elle peut vraiment se détendre, puis baisser son niveau de stimulation cognitive. Euh, des fois, ben, il faut repenser que le milieu n'est peut-être pas adapté du tout aux besoins ou au fonctionnement de la personne, puis changer carrément de milieu. Même chose ici, j'en reparle, mais bien informer au milieu du comment faire si c'est dans un cas de crise, parce que des fois, c'est ça, ils vont des fois se retirer, dire ça, c'est de l'épilepsie, je ne vais pas me mêler de ça, puis boum, ils veulent envoyer à l'hôpital ou ils ne veulent pas intervenir. Alors, ça, c'est bien important que ça soit toujours bien, que le milieu soit bien informé, bien rassuré. Diminuer l'exposition aux stimulations, telles le bruit, le mouvement, la lumière, hein, faut pas, puis même les odeurs. Des fois, on oublie l'impact des odeurs chez certaines individus, chez certaines personnes, mais ce n'est pas du tout négligeable. À la maison, au lieu d'hébergement, adapter celle-ci pour y aménager, c'est ce que je me répète, là, un endroit sécuritaire où le jeune peut se mouvoir, s'occuper en sécurité et se détendre. Puis des fois, ben, adapter la salle de bain selon le cas, mais s'assurer, c'est vraiment, il faut faire beaucoup d'interventions au niveau du milieu avant de commencer à travailler sur la personne comme telle ou avec la personne. Puis l'hygiène du sommeil ou de l'alimentation demeure importante. Euh, Intervention comportementale, fait qu'une fois qu'on pense que notre environnement est vraiment soutient bien la personne et permet des pauses, permet un endroit sécuritaire, que la demande, ce qu'on demande comme tâche est vraiment en relation avec les capacités de la personne. Puis là, on a encore certaines difficultés parce qu'il peut y avoir hein, de l'anxiété qui se présente comme une difficulté de comportement. Des fois, ça peut être même un état dépressif qui pourrait se présenter en difficulté de comportement. C'est très général. Hein? Des fois, ça pourrait être, je veux dire, anxiété, dépression,
ouais, je pourrais vous dire, ou des fois un débalancement de la santé qui pourrait se présenter en difficulté de comportement. Fait que, donc, dans les interventions, on va accompagner les jeunes, le tuteur, le parent, on fait du coaching, on peut même faire la thérapie familiale pour vraiment s'assurer que les attentes des milieux dans lesquels sont les gens sont vraiment en lien avec la capacité de la personne qui présente des difficultés de comportement. Parce qu'une personne, quand on dépasse ses limites d'adaptation, peut exploser, va devoir trouver une façon de signifier qu'elle ne peut pas faire ou elle ne peut pas rencontrer la demande. Et puis, ça peut être lu comme une difficulté de comportement alors que c'est juste la façon de communiquer. On peut avoir des services de répit si les tuteurs ou les parents sont épuisés, fatigués. Et des fois, juste le répit remet tout en place pour tout le monde. Établir des moyens de communication, pictogrammes, il y a des ordinateurs, il y a différents programmes d'ordinateurs pour aider la communication. Le RDS, je pense que ça s'appelle. Il y a le milieu structuré, une routine, mettre en place des routines familiales. C'est plus facile de mettre en place des routines à l'enfance que tard dans la vie. Alors, c'est plus facile d'avoir des bonnes habitudes. On pourrait mettre ça comme ça le plus tôt possible. Et puis, pour les gens qui entourent, important de ne pas réagir, toujours garder son calme. Mieux vaut prévenir des escalades ou des difficultés que faire face à une désorganisation ou à un jeune qui soit épuisé, surstimulé et puis qui se désorganise. Alors, mieux vaut prévenir qu'aller là jusque-là. Les interventions, ben, il y a les psychoéducateurs qui peuvent faire du travail au niveau de certains comportements qui pourraient être dérangeants socialement pour les autres personnes, comme par exemple, puis des fois, on ne peut pas. Fait il y a des comportements sur lesquels on ne peut pas revenir. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de répéter certaines actions, certaines activités. Ça peut déranger d'autres personnes, mais ça, pour les comportements qu'on appelle plus répétitifs, on ne peut pas intervenir. Il faut laisser aller, il faut laisser faire. Puis il faut juste ça, c'est vraiment l'environnement qui doit apprendre à tolérer de laisser faire les comportements répétitifs. Il y a les analyses comportementales qui se font par des gens certifiés qui peuvent regarder à quel moment tel comportement survient, puis essayer de comprendre dans l'environnement qu'est-ce qui amène l'émergence de ce comportement pour intervenir en fait sur l'environnement. Puis des fois, on essaie de voir quel rôle a ce comportement, qu'est-ce que la personne peut essayer de communiquer à son environnement. Il y a des tableaux, des calendriers d'événements pour aider, nous, les médecins, à voir, ça arrive à tel moment, il y en a de plus en plus, ou ça diminue dans telle période de l'année. On essaie de comprendre un peu le cycle de ces comportements. Euh, euh, Puis, c'est toujours important, là, ça, c'est plus pour l'environnement, quand un comportement est plus, essayer de faire peur ou exploser, de pas faut pas que ce comportement réussisse à obtenir ce qu'il veut, parce qu'une fois qu'un comportement d'intimidation s'installe pour obtenir, après, c'est difficile de le changer. Et puis, oui, c'est mieux de ne pas, si l'intimidation est utilisée vraiment pour le milieu, de ne pas laisser aller, de ne pas laisser de donner, de laisser la personne obtenir par l'intimidation. Il y a des psychothérapies individuelles pour aider la régulation émotionnelle, la gestion de la colère. Il y a de la méditation. Là, je vous avais écrit, j'ai professeur de méditation. La méditation qui est très utile, la méditation pleine conscience, c'est vraiment très utile. Autant pas par les gens, si c'est pour les tuteurs, que pour les jeunes ou les personnes neurodivergentes, même pas les plus jeunes, les plus vieux. C'est bénéfique à tous les niveaux, à tous les âges. Encore la routine du sommeil, l'alimentation. Si on n'a pas un sommeil assez long, on est plus susceptible de s'emporter ou d'être irrité ou surtout irritabilité vient beaucoup. Alors, c'est important, là, la routine du sommeil. La médication, ben, je vais juste vous dire, on les a sautés. Ben, il y en a eu avant. Il y a de la médication qu'on utilise pour l'anxiété, pour la dépression, pour les peurs.
tout ça. Puis dans la médication antiépileptique, des fois, on travaille avec le neurologue parce qu'il y a certaines médications antiépileptiques qui peuvent aider pour diminuer l'émergence de certains comportements. Ben là, je ne vais pas toutes les dire, mais il y en a qui aident pour l'anxiété. Puis c'est des médicaments antiépileptiques, fait que c'est bien. Ça évite de prendre une nouvelle médication. Il y en a qui aident pour l'humeur, comme la motricienne. Ça évite de prendre une médication pour la dépression. Puis il y a l'acide valproïque qui aide des fois pour les sautes d'humeur ou la colère. Alors, elle peut être utilisée autant en épilepsie qu'on peut l'utiliser en psychiatrie. Il y a d'autres médicaments, je ne suis pas sûre. L'agoniste, la clonidine, les stimulants, parce que souvent, les personnes neurodivergentes avec d'épilepsie vont avoir des problèmes de déficit d'attention, comme les TDAH qu'on appelle. Donc, on peut utiliser les mêmes médicaments qu'on utilise en pédiatrie, là, en pédopsychiatrie. Les non-stimulants, les antipsychotiques, on peut les utiliser des fois pour aider le sommeil ou pour aider l'anxiété sociale. Les sérotoninergiques, là, c'est comme les médicaments pour l'anxiété qu'on utilise fréquemment. Donc, on peut passer à un autre. Oui, merci. L'épilepsie aussi a un rôle dans les difficultés. Euh, Selon bon, une épilepsie bon, qui est bien contrôlée, c'est pour ça que votre neurologue va essayer de vraiment contrôler le plus possible, s'assurer que l'épilepsie ne récidive pas. Mais une épilepsie qui est instable, qui revient, qui, malgré la médication, persiste, va amener des difficultés au long cours, des difficultés d'apprentissage, des difficultés avec l'humeur, des difficultés sociales. Alors, donc ça, c'est vraiment, c'est ça. C'est pour ça que les neurologues essaient d'intervenir le plus possible sur empêcher, arrêter cette épilepsie d'émerger. Puis les questions aussi, si c'est la frontale, c'est ici, si en arrière du front, là, ici, le préfrontal, peuvent donner des difficultés. On est des fois plus impulsif, plus de difficultés d'attention. Le pariétal de chaque côté peut donner des difficultés plus d'ordre émotionnel. Euh, puis j'en nomme plusieurs, là, mais vraiment, les zones affectées peuvent avoir un impact sur la présence de comportements dérangeants, socialement dérangeants. Puis les rôles de médication anticonvulsivante pourraient avoir un effet sur l'émergence. Fait que des fois, si vous voyez, vous sentez ou la famille s'aperçoit qu'une personne a vraiment changé beaucoup de personnalité avec telle médication, c'est toujours bien d'en reparler avec votre neurologue. Le sevrage est souvent difficile avec certaines médications antiépileptiques. Ça aussi, si les comportements d'irritabilité ou des sauts d'humeur commencent à apparaître lors d'un sevrage, c'est bien d'en discuter avec le neurologue. On le fait, à ce moment-là, il se fait plus lentement et puis pour faciliter et empêcher l'émergence de ces difficultés. On peut passer à un autre. Le plan de traitement, je voulais juste c'est important de questionner. Les milieux sont pas tous, ils n'ont pas tous les mêmes connaissances vraiment au niveau des difficultés des personnes neurodivergentes, de l'autisme ou des déficiences intellectuelles. C'est vraiment pas égal, les connaissances. Alors, il faut questionner, faut demander, il faut être à la recherche de. Euh, Fait que là, oui, on peut passer à un autre diapo. Puis dans le plan de traitement, fait que là, je me répète ici, fait que des fois, les difficultés de fonctionnement apparaissent parce qu'il y a des attentes qui sont irréalistes par le milieu ou l'encadrement n'est pas adapté. Fait que ça, pour ça, c'est un tout, c'est pas juste la personne. Ça, c'est la pédopsychiatrie qui travaille beaucoup comme ça. On travaille on essaie d'intégrer personne milieu. C'est vraiment un tout. Euh, alors, puis des fois, c'est au niveau scolaire ou le centre de jour où il y a des difficultés. Il n'y a pas de la communication. Donc, c'est un tout à regarder.
Il y a des fois, les gens vont dans le secteur public et dans le secteur privé, il y a beaucoup de professionnels qui vont. Il y a certains professionnels, on les trouve juste dans le secteur privé, malheureusement, qui sont capables de faire des analyses comportementales et qui vont faire des recommandations thérapeutiques ou des adaptations scolaires ou du milieu de travail ou des milieux comme des centres de jour pour soutenir la personne. Puis il arrive souvent que dans l'épilepsie réfractaire, donc une épilepsie qui est dure à contrôler, que les difficultés vont apparaître avec les années. Malgré tous les bons soins, malheureusement, ça arrive. On peut passer à un autre diapo. Je regarde là. Oui, un autre diapo. On peut faire ça encore. Ça, je l'ai dit. La neuropsychopharmacologie, quand on utilise des médicaments, on va vraiment faire une approche par symptômes. Alors, si c'est l'anxiété, si c'est des aspects plus de propreté, de peur de contamination, si c'est plus d'être intimidant ou d'être explosif comme personnalité, ou donc là, on va vraiment utiliser une médication selon les symptômes. Un autre, ouais, pour terminer, parce que je veux passer, puis, fait que souvent, les facteurs en cause deviennent les cibles d'intervention. Alors, on regarde l'environnement, les milieux, les attentes, des fois la médication qui est déjà prise. Il y a les interventions peuvent être à la maison, à l'école, au milieu de garde, au milieu de travail, dans le transport, euh, organisationnel, fait qu'on peut là. Il peut y avoir des interventions sur les modes de relation, la famille, les parents, les cercles d'amis. J'ai écrit ennemis, le travail du deuil, des fois des culpabilités au niveau des gens qui soutiennent. Il y a des gens, des familles, des fois qui se sentent malheureux ou qui ont l'impression de ne pas faire bien les choses. Alors, des fois, il faut aider les personnes aidantes, en fait. Analyse des comportements, donc on peut faire ça. C'est toujours important pour les équipes cliniques de rester ouverts à la réévaluation des anticonvulsivants ou d'épilepsie sur la contribution, leur rôle qu'ils pourraient avoir dans les présentations cliniques de comportementales ou de difficultés de fonctionnement. Puis la neuropsychopharmacologie par symptômes. Ouais, j'ai fini. Puis je vous remercie d'être tous présents ici. Merci aux organisateurs